Salle des mairies. Nous sommes actuellement en direct d'une action d'Alba et une trentaine de militants et de militantes sont entrés dans une propriété mise en vente à Villars pour dénoncer une culbute spéculative et dénoncer aussi de manière générale l'envolée des prix de vente au Pays Basque. Cette maison a été achetée 1 615 000 € en 2021 et elle est aujourd'hui vendue à 2 980 000 €. Seulement 4 ans plus tard, soit 1 365 000 € de plus. Depuis le sein de la maison, nous allons tenir une conférence sur la nécessaire régulation des prix de vente du foncier et du bâti afin d'enrayer la flambée des prix qui rend les logements inaccessibles à la population locale, réduit l'offre locative privée et exclut les classes populaires des territoires. Restez connectés pour suivre la conférence en ligne. L'importance d'encadrer les prix de vente du foncier et du bâti dans un contexte où la population peine à se loger parce que l'ensemble des prix sont gonflés artificiellement avec des pratiques spéculatives de ce type. Et donc nous allons faire la conférence. Comme on vous l'a dit, monsieur, à la fin de la conférence, on partira. Rien ne sera dégradé. On va s'installer tranquillement pour faire la conférence. Voilà, et comme vous le voyez, les choses se passent dans le calme, sereinement. Nous sommes en train de la presse et la conférence va être diffusée sur les réseaux sociaux en direct. Donc, la presse, on va installer un petit peu pour que la conférence puisse se tenir. Et comme là, on vient de le dire, tout le monde n'a pas entendu, on est ici sur la maison qui fait l'objet d'une pratique de culbute spéculative. Donc, on va, et qui est un exemple évidemment parmi d'autres, hein, c'est pas le seul, de culbute spéculative qui font gonfler artificiellement les prix du foncier et du bâti au Pays Basque et qui pose évidemment un énorme problème puisque la population ne peut plus se loger ni en accès à la propriété ni même dans le parc locatif puisque les deux sont liés. Alors on va s'installer là. Rachel Bérendenet, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en direct d'une action d'Alba où une trentaine de militants et militants sont entrés dans une propriété en vente à Villars pour dénoncer une culbute spéculative en cours et dénoncer de manière générale la flambée des prix de vente au Pays Basque. Cette maison a été achetée en 2021 1 615 000 € et elle est revendue à 2 980 000 € seulement 4 ans après, soit 1 365 000 € de plus. Depuis le salon, les militants et les militants se préparent à tenir une conférence pour dénoncer le prix de revente de cette maison et demander la régulation des prix de vente du foncier du bâti afin de pouvoir enrayer la flambée des prix qui attendent les logements inaccessibles à la population locale, réduit l'offre locative privée et exclut les classes les plus populaires du territoire. On va avancer le mobilier ici. Désolée pour le petit temps de flottement, mais comme c'est pas les conditions habituelles de conférence, c'est pour ça qu'on met un petit peu plus de temps. Ok. N'hésitez pas à vous installer. Pour écouter la conférence. Alors évidemment, on fait attention au mobilier.
Egunon deneri eta ongi etorri eskualerian salmentakezioen gorakada aski izaneko itzaldira. Bidarten gaude, jaurikiak arrikia goita mekan, eta ez dozoen etxe hau. Zeren etxe hau espekulazionaren biktima da. 2008 batean, milioi bat 6.500.000 eurotan erosia izan zen, eta orai 2.990.000 eurotan salduko dute. Egan nahi behitu, milioi bat eta 395.000 euroko irabazia besterik gabe. Etxe hau, adibide izan hobea da, prezioen gorakada basatien inguruan. Hortakotz, hemen egingo dugu mintzaldi hau, zuzenean zabalduko den erregulazio beharrezko diren lur eta bastimendu prezioari buruz hitz egiteko. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence un peu singulière qu'on a intitulée Flambée des prix de vente au Pays Basque, à Chki. Alors nous sommes au 31 rue Yoreguia à Bidart, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque cette maison fait l'objet de ce qu'on appelle une culbute spéculative. Elle a été achetée 1 615 000 euros en 2021. Elle est aujourd'hui mise en vente à 2 980 000, soit une plus-value de 1 365 000. Et cette maison est un bon exemple du phénomène de flambée sans limite des prix de vente sur le territoire. On va donc y tenir une conférence qui est retransmise en direct sur la nécessaire régulation des prix de vente du foncier et du bâti. Donc cette maison a été mise en vente par la société en nom collectif, donc la SNC Yoreguia, qui est une société qui est dédiée à l'acquisition, à la rénovation, à la construction de biens immobiliers. Monsieur l'agent immobilier qui est là est également fondateur de l'une des sociétés fondatrices de la SNC qui détient la maison. Cette maison, évidemment, c'est pas un cas isolé des pratiques de culbute spéculative. Vous en avez tous entendu parler, vous en connaissez toutes de ce type, où des maisons sont achetées par des spéculateurs, puis revendues quelques années après seulement le double ou le triple du prix. Et ce phénomène de prédation et de spéculation immobilière est de plus en plus courant ici au Pays Basque. Et donc, dans cette conférence qu'on va mener avec Léa Dalmal, qui est co-coordinatrice de la commission Bataille du quotidien, et moi-même, donc Malika Perron, coordinatrice d'ADA, on va traiter justement le sujet en deux temps. Le premier, c'est on va voir pourquoi est-ce qu'il faut encadrer les prix de vente du foncier et du bâti. Et dans un second temps, on va voir en quoi l'encadrement des prix de vente est une idée qui est en train de progresser, de trouver de l'écho, et comment il pourrait se traduire concrètement, notamment ici au Pays Basque. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre en ligne, on tient actuellement cette conférence sur la flambée des prix au Pays Basque, dans une maison qui est actuellement mise en vente 2 980 000, seulement 4 ans après avoir été achetée 1 615 000. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent nous suivre en ligne. Je vais laisser la parole à Léa. Et pour répondre à cette première question, donc pourquoi il faut encadrer les prix de vente du foncier et du bâti, on peut commencer par laisser la parole à Catherine Sava, qui est déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement et qui a été récemment intronisée académicienne. Et elle a partagé avec Alda pour l'occasion ses réflexions sur la nécessité d'encadrement des prix de vente du foncier et du bâti. Est-ce que quand on possède un bien immobilier, ça veut dire qu'on s'enrichit? Est-ce que quand on a habité un logement pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou qu'on l'a mis sur le marché locatif, on est obligé de le revendre plus cher qu'on l'a acheté, de faire une plus-value? En France, la réponse est oui. Parce que quand on ne fait pas de plus-value, on a l'impression de s'être fait avoir ou d'avoir fait une mauvaise affaire. Alors qu'est-ce que ça provoque, cette pensée collective? Eh bien, ça provoque une inflation, puisque tout le monde revend plus cher qu'il n'a acheté. Et cette inflation, elle a pour résultat de creuser la crise du logement et d'exclure de plus en plus de ménages
de l'accès à la propriété, de l'accès à la location dans le parc privé et de l'accès à la location dans le parc social, puisque les marchés se nourrissent les uns les autres et l'inflation sur un marché a forcément des conséquences sur les autres. En France, le marché résidentiel, les prix du marché résidentiel ont été multipliés par 2,5, voire par 3 sur certains territoires en 25 ans. C'est beaucoup plus que l'augmentation des revenus et des salaires. Alors comment on a laissé faire ça? Pourquoi il n'y a pas un programme politique, des responsables politiques qui ont dit « Stop, il faut arrêter ça, il faut encadrer les prix ». Eh bien, en partie, d'abord parce qu'on est dans une économie libérale, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et des acteurs du logement qui profitent de cette hausse des prix. Alors, des acteurs comme les notaires, les syndics, les agents immobiliers dont les honoraires sont calculés sur la valeur des logements, et puis aussi les collectivités et l'État qui perçoivent des taxes dont l'assiette est également calculée sur les prix du logement. Donc finalement, tout le monde en profite, sauf ceux qui ne peuvent pas devenir propriétaires, qui sont un peu hors du jeu. Et en France, on a l'habitude de dire quand les prix montent, c'est la reprise, et quand les prix baissent, c'est la crise, alors qu'on devrait penser exactement l'inverse. Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter ça? Parce que c'est quoi la plus-value? La plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Une solution, c'est l'idée de créer un secteur de la propriété non spéculatif, entre le secteur locatif qui soit social ou privé, et entre une propriété classique qui peut être réservée à des gens très riches et qui ont envie de dépenser beaucoup d'argent, un accès à la propriété qui reste abordable et qui soit soutenu par différents systèmes. Alors il y a différents systèmes, ça peut être les coopératives d'habitants que les Suisses ou les Allemands pratiquent beaucoup, et ça peut être ce qu'on a installé en France il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le bail réel solidaire. Le bail réel solidaire, ça permet à des ménages de devenir propriétaires des murs de leur maison sans acheter le sol. Donc ça leur coûte beaucoup moins cher à l'entrée, à une condition, c'est qu'ils acceptent de revendre leur logement sans plus-value. C'est un système qui commence à porter ses fruits, c'est un système qui commence à produire du logement, et c'est un système qu'il faut absolument soutenir, parce que on peut toujours dire on va encadrer les prix, on peut toujours dire on va encadrer les prix du terrain, mais c'est difficile à faire accepter. On a l'impression d'être d'une atteinte au droit de propriété. En fait, l'atteinte à la propriété, c'est plutôt d'empêcher les gens de devenir propriétaires que d'essayer d'encadrer les prix de revente et les plus-values des propriétaires qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'enrichir à chaque revente. Voilà, et pour recontextualiser la situation ici au Pays Basque, je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on se donne une idée de l'ampleur du problème. Alors depuis 15 ans, 80% des biens revendus au Pays Basque le sont à la hausse, dont 36% d'entre eux en forte hausse, qui ont pris plus de 50% du prix. Le prix médian de vente au mètre carré pour une maison était de 2 895 € en 2010 contre 4 927 € en 2022. Donc ça fait plus 70%. Le prix médian de vente au mètre carré pour un appartement était de 3 418 en 2010 contre 4 896 en 2022. Donc là c'est 43%. Tout ça dans un territoire où 70% des ménages du parc locatif privé sont éligibles à un logement social, et avec une vraie inadéquation entre la production de logements et les revenus, puisque ces 15 dernières années, les 3/4 des logements produits ont été à des niveaux de prix accessibles aux revenus de 1/4 de la population. Donc ça a plusieurs conséquences. C'est une envolée des prix qui est constante, sans limite, sans marche arrière, et donc ça a des impacts en cascade. La première, c'est que la population locale ne peut plus accéder à la propriété. Les parcours résidentiels sont figés, puisque même les propriétaires occupants, s'ils veulent changer de logement, ils se retrouvent confrontés à cette flambée des prix et ne peuvent plus racheter parce qu'entre-temps, les prix ont explosé. Mais ensuite, ça continue d'agir sur toute la chaîne du logement, puisque ceux qui ne peuvent pas acheter, ils se tournent vers le parc du locatif privé,
où là, ils sont confrontés à des loyers trop élevés. Et donc, les ménages les plus modestes se tournent vers le parc social. Et là, c'est encore l'embouteillage. Ils ne vont pas pouvoir y trouver refuge, puisque aujourd'hui, au Pays Basque, il y a une demande de logement social sur 13,5 aboutis. Donc voilà. Et puis, une conséquence importante de ça, c'est que on aimerait du coup produire du logement social pour permettre à ces gens de se loger, sauf que ça devient presque impossible d'en produire puisque le foncier est élevé et les bailleurs n'arrivent pas à équilibrer leur opération. Donc voilà, seuls les plus riches peuvent acheter et le nombre de résidences secondaires ne cesse d'augmenter. Donc ce constat-là, il nous fait nous poser la question de est-ce que c'est acceptable de laisser à la loi de l'offre et la demande la responsabilité de décider de qui sur le territoire a le droit d'avoir un toit, voire deux, et qui doit partir, s'éloigner de sa famille, de ses amis ou de son travail parce qu'il n'a pas les moyens de se loger proche de chez lui. Et donc là maintenant, on va voir que l'encadrement des prix de vente, c'est loin d'être une hérésie. C'est pas une idée qui est défendue par une poignée d'idéalistes. C'est même d'ailleurs quelque chose qui est en train de prendre corps jusqu'au niveau du législateur. En mars 2023, donc très récemment, il y a 55% des personnes interrogées dans le sondage, dont vous vous souvenez peut-être, c'est le sondage IFOP Sud-Ouest, qui a été réalisé au Pays Basque, et le sondage montrait que 55%, donc une majorité de la population, estimait que les prix de vente devaient être fixés par les pouvoirs publics. Donc quand on nous dit que la population, que le droit de propriété est sacro-saint, en réalité, il y a une partie des gens qui pensent qu'il faut l'encadrer et le réguler. Et donc, on est vraiment loin de l'idée qu'il serait impopulaire de réguler les prix de vente. Et cette idée de régulation des prix du foncier progresse d'ailleurs au niveau des décideurs. Il y a deux exemples. Le premier, c'est en février 2023, le groupe de travail numéro 1 du pouvoir d'habiter du Conseil national de la refondation logement, donc pas un club de dangereux idéalistes, c'est quelque chose qui a été créé par Emmanuel Macron, préconisait deux choses. Un, encadrer l'évolution des prix de vente du foncier pour une durée expérimentale de 10 ans dans les zones tendues, et deux, utiliser la fiscalité sur les plus-values pour dissuader les augmentations de prix. On y reviendra tout à l'heure. Et deuxième exemple, c'est en octobre 2024, donc très récemment, le député de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Peyo Dufaux, a réussi à faire adopter à l'Assemblée nationale, en première lecture, un amendement qui visait à encadrer les culbutes spéculatives en agissant justement sur la fiscalité. Alors l'amendement n'a pas survécu au vote par 49.3 du projet de loi finance dans lequel il était discuté, mais ça veut quand même dire que le législateur, dans sa majorité, n'est pas opposé à ce type de mécanisme. Il y avait 85 pour et 60 contre. Donc il faut mesurer ce que ça signifie en termes de progression des mentalités sur le sujet. Et donc on va maintenant passer justement quelques pistes concrètes qui ont été travaillées par ADA avec des experts pour encadrer ces prix de vente. Alors, une proposition serait qu'en zone tendue, soumettre les prix de vente du foncier et du bâti à un encadrement de leur évolution, de la même façon que les loyers à la relocation sont encadrés et ne peuvent augmenter que de l'indice de référence des loyers. Donc là, l'idée, c'est de faire ce qui est déjà fait pour les loyers. En fait, les loyers, ils sont encadrés, ils ne peuvent pas augmenter, avant entendu, au-delà d'un indice, qui est l'IRL, l'indice de référence des loyers. Donc l'idée, c'est d'appliquer ça au foncier, en se basant cette fois-ci sur un autre indice. L'indice, c'est des coûts de la construction. Donc la logique existe, il s'agit de l'établir pour le foncier. Et à ce prix qu'on aurait calculé sur cet indice, on pourrait majorer les frais d'acquisition et les travaux éventuels qu'aurait fait le propriétaire. Et enfin, pour les biens qui n'ont pas été vendus dans leur dernière décennie, donc il y a un moment, et qui du coup seraient pénalisés parce qu'ils auraient acheté des biens à une époque où les prix ne sont pas du tout comparables à ceux d'aujourd'hui, là, on ferait un calcul des prix de vente qui ont été constatés il y a 10 ans dans le même quartier pour le même type de bien, et on calculerait le prix de vente sur la base de ces prix moyens observés.
Deuxième idée, taxer la plus-value de la vente des résidences principales qui sont vendues moins de 5 ans après leur dernier achat en fonction de l'indice des coûts de construction. En gros, aujourd'hui, il y a seulement la vente des résidences secondaires qui fait l'objet d'une taxe sur la plus-value, en plus avec une exonération si la résidence secondaire appartient à son propriétaire depuis plus de 22 ans. Et donc, pour limiter les culbutes spéculatives, donc cette pratique qui consiste pour les investisseurs à acheter un bien et le revendre peu de temps après en faisant une grosse plus-value, on pense que la communauté d'agglomération Pays Basque, la CAPB, devrait pouvoir tester de façon expérimentale, histoire de voir si ça marche, l'instauration d'une taxe sur la plus-value de la vente des résidences principales, notamment lorsque celles-ci ont été vendues moins de 5 ans après leur dernier achat. Et en fait, pourquoi 5 ans Ce délai ça permettrait de cibler les pratiques spéculatives et pas pénaliser les propriétaires de longue date qui auraient acheté leur maison à un coût plus faible il y a quelques années et qui se retrouveraient justement taxés sur une grosse plus-value. Et on indexerait cette évolution de la plus-value sur l'indice dont on a parlé, c'est-à-dire l'indice des coûts de construction. Donc, petit exemple concret, un investisseur achète en 2020 une propriété à Bidart pour 1 615 000 €. Il y fait un certain montant de travaux et la revend en 2025 en faisant une plus-value. Là, il serait taxé. Mais une même propriété qui aurait été achetée à un couple, qui aurait fait des travaux, mais qui se serait par exemple séparés, qui aurait été contraint de vendre la propriété moins de 5 ans après l'avoir achetée, en la revendant avec une augmentation qui serait indexée sur l'évolution de l'indice des coûts de construction et majorée seulement du prix des travaux investis, donc sans chercher à faire une plus-value, ils n'auraient pas à s'acquitter de cette taxe. Et le produit de cette taxe perçue, on pense qu'il devrait être directement fléché sur le logement social pour pouvoir favoriser la production de logements sociaux. Une autre mesure serait de contrôler les déclarations de résidence et sanctionner les déclarations de résidence principale frauduleuses. Parce qu'aujourd'hui, la désignation d'un bien résidence principale ou secondaire, elle est purement déclarative, sauf que bien sûr, on constate de nombreux abus, puisque ça permet de contourner un certain nombre de choses, ça permet de contourner notamment le règlement de compensation, d'éviter la taxe habitation, ou d'éviter la taxe sur la plus-value dont on vient de parler. Et donc il faudrait que les collectivités locales, comme la CAPB, puissent contrôler à partir de factures d'eau, d'électricité ou de données publiques sur les propriétaires et les comparer aux déclarations fiscales pour identifier et sanctionner ces abus. Quatrième proposition, on en a 6 à vous présenter au total, c'est supprimer l'exonération de la taxe sur les plus-values sur les résidences secondaires qui appartiennent aux mêmes propriétaires depuis plus de 22 ans. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les propriétaires, les résidences secondaires sont exonérées de taxes après 22 ans et augmenter la surtaxe sur les plus-values. Donc en fait, aujourd'hui, les biens qui ne sont pas considérés comme résidence principale sont taxés à la revente par le prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19%, qui est dégressif jusqu'à disparaître après la 22e année, et les prélèvements sociaux de 17,2% sont également dégressifs jusqu'à disparaître après la 30e année. Mais pourquoi supprimer une taxe sur les résidences principales, secondaires? Et on considère que dans le cas de la vente de résidences secondaires, cette taxation à la plus-value doit s'appliquer quelle que soit la durée de détention du bien, sauf si la résidence secondaire est vendue pour faire une résidence principale. Et de plus, la surtaxe de 2 à 6% qui s'applique sur les plus-values immobilières lorsque celles-ci sont supérieures à 50 000 €, pour nous, doit être revue à la hausse pour avoir vraiment une fiscalité incitative et fortement dissuasive. Ensuite, on pense qu'il faut rendre obligatoire l'affichage du précédent prix de vente lors de la mise en vente d'un bien. Donc ça, on pense que l'opacité est la meilleure des années des culbutes spéculatives. Et donc pour lutter contre ça, on pourrait rendre obligatoire cet affichage-là avec l'année de la dernière vente, le prix de la dernière vente sur les annonces. Et peut-être que l'acheteur, en voyant ça, il aura un peu moins envie d'avoir l'impression de s'être fait avoir. Et donc, sixième proposition, c'est permettre à une collectivité de prélever une partie de la plus-value sur la vente d'un bien, qu'il soit principal ou secondaire, lorsque celle-ci a été majorée grâce à des investissements publics. Par exemple, une nouvelle ligne de transport, des équipements publics du type piscine, école, etc.
Parce que la construction d'une école, l'ouverture d'une nouvelle ligne de bus, l'installation d'un nouvel arrêt bus à proximité, la rénovation du quartier, tous ces investissements publics font monter les prix des biens. Et pourquoi est-ce qu'un propriétaire devrait tirer seul le bénéfice d'investissement dont le coût a en fait été porté par la collectivité? Et cette dernière doit justement pouvoir prélever une partie de la plus-value du bien en question. Et c'est au législateur de définir la liste des projets à impact positif et les collectivités qui identifieront les périmètres concernés. Et bien voilà, on arrive au terme de cette conférence. Donc merci à tous et toutes qui ont assisté ici en direct de la maison Jafrilia et à ceux qui étaient en live sur les réseaux. Et l'ALDA continuera à se mobiliser et à porter ses revendications à toutes les échelles pour continuer de défendre le droit de vivre et se loger au pays. Et la conférence est à présent terminée et les militants vont pouvoir quitter les lieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, une espère de nouveau. Durant la conférence, Albert a rappelé une série de propositions à l'attention du législateur. L'association continuera bien sûr de diffuser ces propositions et d'interpeller les décideurs à toutes les échelles pour enrayer la flambée des prix et permettre ainsi aux populations locales de vivre et se loger au pays. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Vous pouvez le faire directement en ligne sur notre site internet. Il est fait.